Bonsoir, merci à tous et à toutes d'être présents ce soir pour cette dernière Unipop Histoire de l'année. On est vraiment ravis que vous soyez si nombreux. Une Unipop consacrée assez exceptionnellement à un auteur exceptionnel aussi, qui est Machiavel. Et pour cette conférence, on est ravis d'accueillir nos deux conférenciers du soir, donc Jean-Louis Fournel et Jean-Claude Zancarini, à qui je demande de bien vouloir monter sur scène. Merci de les accueillir. Alors, quelques mots pendant qu'ils s'installent de présentation. Alors, à votre gauche, vous avez Jean-Louis Fournel, qui est professeur d'italien à l'Université de Paris 8, spécialiste de l'histoire de la pensée politique italienne, notamment à la Renaissance, on va dire. Et à votre droite, Jean-Claude Zancarini, qui est lui professeur émérite d'italien à l'École normale supérieure de Lyon, qui est aussi spécialiste des relations entre langue, politique et histoire dans l'Italie du XVIe siècle. À eux deux, ils ont traduit et commenté un nombre d'ouvrages impressionnants des auteurs majeurs de cette époque en Italie. On pense bien sûr à Machiavel, bien entendu, mais aussi Savonarola, Francesco Guicciardini. Et tous les deux, ils ont écrit cet ouvrage important qui s'intitule Machiavel, une vie en guerre, qui est sorti en 2020 aux éditions Passé Composé, que vous aurez l'occasion de découvrir tout à l'heure en signature. Alors le titre n'est pas anodin, Machiavel, une vie en guerre, tant finalement la vie et l'époque, cette époque en Italie a été marquée par les guerres, de façon quasi ininterrompue entre 1494 et la fin du XVIe siècle. Et c'est dans ce contexte finalement que Machiavel, cet auteur, va écrire ensuite ses principales œuvres, bien sûr Le Prince, mais également les discours, l'art de la guerre. Et c'est très important finalement de se replonger dans ce contexte, celle de guerre, mais aussi de s'intéresser à finalement qui était Machiavel, quelle était sa fonction, puisqu'il a eu un rôle important dans la diplomatie florentine de l'époque. Voilà, d'où l'importance à la fois de cet ouvrage que je vous conseille, et puis de cette conférence ce soir. Et je remercie encore nos deux conférenciers d'être là pour celle-ci. Merci beaucoup et à eux la parole. Bonjour et merci d'être là. Alors certains d'entre vous ont vu le métier des armes d'Ermanno Olmi avant la conférence. Certains d'entre vous le verront peut-être à l'issue de la conférence. Quand on voit le métier des armes, on s'aperçoit, on peut être un peu troublé, on peut être un peu bousculé, parce que on a l'histoire de quelques jours, en fait, quelques jours de la fin de la vie d'un homme qui était un homme un peu particulier, puisque c'était un des condottières importants de l'époque, un capitaine très jeune, 28 ans, mais qui avait déjà acquis un certain renom. Et ce que fait Olmi, c'est une sorte de présentation d'un moment, d'un destin tragique, quelques jours, la mort, avec, pour ceux qui ont vu le film, ce flashback. On commence par la mort, le film commence par la mort et les obsèques en grande pompe de Jean de Médicis, et il finit par sa mort aussi. Entre-temps, on nous explique comment il est mort. Et il est mort au combat. Il est mort au combat, il est mort en exerçant son métier, d'où le titre, le métier des armes. Et une des spécificités de ce film, c'est de ne pas nous dire ce dont on va vous parler, nous, c'est-à-dire comment ça se passait, en quoi ce moment-là pouvait s'inscrire dans une période historique assez particulière et assez singulière pour ce qui concernait les rapports entre la politique et la guerre. Et ce que l'on va essayer aussi d'éclaircir dans notre causerie d'aujourd'hui, c'est une chose qui a été inventée par Olmi, j'y reviendrai, mais qui est une belle invention d'Olmi, je dirais. C'est l'idée selon laquelle ce condottière qui allait mourir tragiquement se faisait lire les textes de Machiavel le soir pour se reposer, pour comprendre ce qui se passait. Y compris parce qu'il avait compris que la guerre n'était pas simplement un métier, que la guerre avait à voir avec une
réflexion qui était d'ordre politique, et que, et ça c'est un peu la thèse qui sera développée dans le film, qui est assez simple, et qui est une thèse qui est parfaitement machiavélienne d'ailleurs. Les guerres d'Italie se sont déroulées comme elles se sont déroulées, entre autres, parce que les princes italiens ont trahi. Et les princes italiens ont trahi, ça veut dire en gros qu'il y a une sorte de faillite du groupe dirigeant italien à cette époque-là, l'Italie étant divisée en une multitude d'États et n'ayant pas encore réalisé son unité. Hein. Donc ça, c'est la première thèse, qui est une thèse parfaitement machiavélienne, et que Holm y reprend. Et puis l'autre thèse qui a plus à voir avec le métier des armes, c'est que à ce moment-là, la guerre change. À ce moment-là, la guerre change, et un des changements dans la guerre, c'est justement l'apparition d'un certain type d'armes à feu, de ces petits canons, des Fauconneaux, des coulevrines, qui vont causer la mort, justement, de Jean de Médicis, surnommé Jean des Bandes Noires, hein, puisque c'était le nom de la troupe qu'il dirigeait, les Bandes Noires. Et on va revenir un petit peu là-dessus. Alors, pour commencer, ce que nous voudrions faire, c'est vous parler d'abord, par ma voix, des guerres d'Italie, justement, pour comprendre un petit peu où se situe, comment se situe, ce qui précédait ce moment-là de la fin novembre 1526, où meurt Jean des Bandes Noires. Et puis après, on parlera de Machiavel, effectivement, parce que Machiavel est en quelque sorte symétriquement une sorte de pendant politico-guerrier de ce guerrier politique qu'on voit non, sinon qu'on ne voit pas représenter le maintenant, que vous avez vu représenter au début, et qui était un personnage assez particulier. Alors, les guerres d'Italie d'abord. D'abord, il faut comprendre une chose, c'est que à partir du mois de septembre 1494, c'est-à-dire à partir du moment où le jeune roi de France, Charles VIII, franchit le col du Mont-Genèvre à la tête d'une très puissante armée, 25-30 000 hommes, c'est beaucoup pour l'époque, hein, une période de guerre incessante va s'ouvrir, qui va durer une trentaine d'années, une quarantaine d'années. Alors, traditionnellement, l'historiographie française dit les guerres d'Italie, ça dure jusqu'en 1559 au traité du Cateau-Cambrésis, mais on peut dire qu'en 1530, tout est réglé à partir du couronnement impérial qui suit la grande catastrophe qui est en fait le produit de cet épisode que vous découvrez dans le métier des armes, la grande catastrophe étant le sac de Rome, puisque l'ennemi de Jean des Bandes Noires, Frundsberg, le chef des lansquenets, veut prendre Rome, veut la mettre à sac, et il veut même pendre le pape. Hein, il est luthérien, on est au moment de la fracture confessionnelle de l'Europe, et ces luthériens ont aussi, se sentent investis aussi une sorte de mission quasiment spirituelle de punition de Rome, Babylone, la putain rouge, disent-ils. Hein. Ce que Jean des Bandes Noires a pour mission de retarder, c'est justement l'avancée de ses troupes de luthériens vers Rome. Mais ça, c'est en 26-27, et ça commence en 94, bien avant. En 94, donc, l'Italie devient une sorte de champ de bataille privilégié pour les grandes monarchies nationales, notamment la France et l'Espagne. Hein. La péninsule italienne devient l'enjeu de la rivalité entre ces grandes puissances qui ont achevé leur unité ou qui sont sorties d'une période de troubles, hein, comme la guerre des Deux Roses en Angleterre, la guerre de Cent Ans en France, la Reconquista en Espagne, et qui sont disponibles pour une projection vers l'étranger de leurs troupes. Et donc les guerres se succèdent. Machiavel écrira, quelques mois avant justement cette période dont parle le film de Holm, Machiavel écrira à son ami Francesco Guicciardini, on en parlait tout à l'heure, du plus loin que je me souvienne, soit on a fait la guerre, soit on en a parlé. Donc la guerre n'est pas une aberration, la guerre n'est pas une parenthèse, la guerre est une constante, et c'est une constante qui conduit aussi à penser différemment non seulement la guerre, mais
ce que la guerre trouble, ce que la guerre bouscule. Et s'il est une chose qui est bousculée, troublée par la guerre, c'est évidemment la communauté politique. Donc la guerre transforme aussi la politique. Le jeune Francesco Guicciardini, dans un livre qu'il écrit pour lui-même et pour ses proches, et qui restera dans le secret de son cabinet, qui est une sorte d'histoire de la Florence contemporaine, pose le fait que quand Charles VIII déboula en Italie, en ce mois de septembre 1494, avec Charles VIII, arriva en Italie une flamme, une peste, qui non seulement changea les États, mais les façons de les gouverner, les façons de faire la guerre. Donc, trois choses. Les États, c'est les territoires, les frontières. Un État peut disparaître pendant la guerre. C'est une nouveauté. Il y a des effets qui sont supérieurs à d'autres guerres du passé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des guerres, il y en a eu toujours, mais ces guerres-là sont nouvelles. Elles sont nouvelles parce que les États peuvent disparaître, parce que ça conduit à penser le gouvernement différemment. Ça conduira à penser ce que, après, d'un point de vue académique, on nommera la naissance de la pensée politique moderne et qu'on renverra de façon un peu iconique justement à Machiavel. Et puis, ces guerres-là sont des guerres aussi nouvelles parce qu'on fait la guerre différemment. On fait la guerre différemment. Alors là, le film le montre très bien parce que, d'abord, on fait la guerre tout le temps, en toute saison. Pas seulement quand il fait pas trop chaud, pas trop froid, y compris quand il fait très froid, y compris quand il fait très chaud. Et c'est le film de Olmy, on le voit, c'est un film de brouillard, c'est un film de neige, c'est un film hivernal. Et normalement, on ne fait pas la guerre en hiver, parce que c'est pas facile de faire la guerre en hiver. Et puis là, maintenant, oui, on fait la guerre en hiver, et on fait la guerre différemment aussi parce qu'on fait la guerre plus vite. Il y a un rythme des guerres qui est différent. Et puis on fait la guerre différemment aussi parce qu'il y a une intensité de la guerre qui est différente. C'est-à-dire qu'il y a plus de morts. Les batailles font plus de morts. Vous avez les grandes batailles, alors bon, tout bon écolier qui a été à l'école en France a entendu parler de Marignan. Bon, Marignan, c'est 20 000 morts à peu près, 10 000 de chaque côté. Un peu moins peut-être, entre 15 et 20 000 morts. C'est énorme. C'est énorme par rapport aux batailles du XVe siècle ou du XIVe siècle où il y avait quelques centaines de morts. Là, chaque grande bataille, Ravenne, Marignan, Pavie, ça signifie entre 15 et 25 000 morts. Et puis, différence d'intensité, différence de violence aussi, parce qu'on intègre dans les plans stratégiques la guerre aux civils. On tue pour l'exemple. On tue pour l'exemple pour que dans les campagnes, les villes, les villages fortifiés s'ouvrent à l'armée qui arrive et ne résistent pas. Et si vous résistez, ça veut dire que au moment où nous vous prenons, nous passons par les armes tout le monde. Pas seulement les combattants, les civils aussi. Donc vous avez des massacres, pour l'exemple, qui sont commis par l'armée française, par exemple, par l'armée du roi de France, en 1494, quand il passe les Apennins, juste avant d'arriver en Toscane. Donc ces guerres, si vous voulez, sont des guerres qui sont qualifiées par les contemporains immédiatement comme des guerres nouvelles, des guerres étranges, des guerres insolites. Savonarola, dans un de ses sermons, parle de guerres insolites et nouvelles. Guicciardini parle des temps étranges de la guerre. Et donc, face à ces guerres-là, les grilles d'interprétation traditionnelles ne sont plus efficaces. Il faut penser autrement. Il faut arriver à inventer, si vous voulez, en quelque sorte, une autre façon de dire la guerre. Et dans une certaine mesure, les sermons de Savonarola, quasiment quotidiens à partir de novembre 1494, ont aussi ça comme objectif. Dire en direct ce qui est en train de se passer. Donner une interprétation crédible pour les Florentins qui ne comprennent plus ce qui se passe, de ce qui est en train de se passer. Et c'est aussi ce qui va expliquer que se déploie à ce moment-là, à Florence, une sorte de laboratoire politique, dont Machiavel est le nom le plus connu, mais
dont il n'est qu'un seul des noms, si je puis dire, hein, et qui compte d'autres personnes pour une raison très simple, c'est que tout le monde se pose les mêmes questions. Hein. Tout le monde n'apporte pas les mêmes réponses à ces questions, mais tout le monde se pose les mêmes questions, et les réponses ne sont pas optionnelles, les réponses sont nécessaires, parce que l'enjeu est radical. L'enjeu est radical parce que l'enjeu, c'est la survie de la République. La République peut mourir. L'État peut s'effondrer. Et à partir du moment où la République peut mourir, à partir du moment où l'État peut s'effondrer, il faut penser différemment la hiérarchie des éléments de la communauté politique. Et ça, c'est Machiavel, on y reviendra. Et il faut penser aussi différemment la question de la République en guerre, de la façon dont la République peut faire la guerre. Comment ? Mercenaires, pas mercenaires, conscription, pas conscription, quelles armes on privilégie, l'infanterie, la cavalerie, quelle est la place de l'artillerie, hein ? Et en gros, si vous voulez, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la guerre est une chose bien trop importante pour la laisser aux militaires, bien trop importante pour la laisser aux seuls capitaines. La guerre envahit le terrain de la politique, envahit le terrain de la pensée de la communauté politique. Et c'est cela le terreau dans lequel va se développer la pensée machiavélienne. Alors, c'est le deuxième point dont je voulais vous parler. Ce Machiavel, qui a passé une vie en guerre, justement, guerre au pluriel, parce que ces guerres se sont succédées. Ce Machiavel, qui est renvoyé, en général, quand on en parle, soit une sorte de face sombre de la politique, et avec tout le développement de ce qui est l'anti-machiavélisme comme grand chapitre de l'histoire de la pensée politique européenne. Ce Machiavel, qu'au mieux, on étudie dans les classes de philosophie, comme l'aurore de la pensée politique moderne, ce Machiavel a d'abord été un acteur. C'est quelqu'un qui avait les mains dans le cambouis. C'était quelqu'un qui travaillait véritablement à la chancellerie florentine et qui ne travaillait pas n'importe où. Il avait été élu en 1498 pour travailler dans ce que l'on appelait la chancellerie du Conseil des Dix. Le Conseil des Dix, c'était le conseil qui justement s'occupait des choses de la paix et de la guerre. Donc Machiavel, c'est d'abord quelqu'un qui, le dira lui-même, va construire le savoir qu'il est capable de transmettre après, pas simplement dans une politique de cabinet, pas simplement par ses lectures, pas simplement dans ce qu'il appelle la longue lecture des choses antiques, donc des historiens antiques, mais aussi par ce qu'il appelle aussi la longue expérience des choses modernes. La longue expérience des choses modernes, c'est le travail qu'il a fait pendant 14-15 ans à la chancellerie, à cheval souvent dans la péninsule ou dans l'Europe, parce qu'il a envoyé en mission auprès de César Borgia, auprès de Louis XII, auprès de l'empereur Maximilien. Et ce travail-là est absolument indissociable de son écriture. Donc Machiavel n'est pas quelqu'un qui se met à écrire parce qu'à un moment donné, il a été licencié de la chancellerie, hein, même si, de fait, chronologiquement, il se met à écrire ses principaux textes après avoir été licencié de la chancellerie. C'est vrai, mais ce n'est pas pour cela. Ça lui donne le temps de le faire. Ça lui donne surtout la possibilité d'agir différemment politiquement. Mais son écriture, l'écriture du Prince, en 1513, l'écriture des discours entre 1513 et 1518, l'écriture de l'art de la guerre, qui avait débouché sur une publication en 1521, ces textes majeurs de Machiavel sont impensables sans le travail quotidien à la chancellerie. Ce sont des textes qui naissent d'une pratique. Ce sont des textes qui naissent d'une pratique et on a un instrument qui pour nous a été essentiel dans notre travail avec Jean-Claude et qui restitue cette idée-là, c'est sa correspondance.
La correspondance de chancellerie de Machiavel est un outil absolument merveilleux, très important. On a la chance d'en avoir une édition récente en 7 volumes qui a été faite par des collègues suisses et italiens notamment. Et quand on suit cette correspondance, on suit justement une écriture quotidienne du gouvernement et on suit quotidiennement aussi cette capacité à essayer de se poser des questions, pas nécessairement de les résoudre toujours, mais en tout cas de les pointer. Pour une raison très simple, c'est que quand on écrit à la chancellerie, l'écriture doit être efficace. C'est une écriture qui doit assumer la temporalité nouvelle de la guerre, l'intensité nouvelle de la guerre, les effets nouveaux de la guerre. Plus la guerre est violente, plus la guerre est rapide, plus l'écriture doit se faire claire, précise, effective. Ce que Machiavel appelle dans le chapitre 15 la vérité effective de la chose, en parlant de la politique, c'est aussi une vérité effective de la langue. Et c'est pour ça que travailler sur l'écriture de Machiavel, c'est travailler non seulement sur la vie de Machiavel, mais c'est travailler sur la pensée de Machiavel, c'est travailler justement sur ce lien indissociable entre la théorie et la pratique. Il n'y a pas un moment de la pratique et un moment de la théorie qui suivrait, qui se nourrirait de la pratique. Il y a de façon indissolue toujours les deux qui sont articulés par Machiavel. Alors, l'écriture ici doit répondre à cet état de guerre permanent. Vous avez un état d'urgence, pour utiliser un terme que nous connaissons malheureusement trop bien, un état d'urgence permanent qui est pensé comme tel et qui suppose de bouleverser le cadre intellectuel et politique dans lequel on pense cette situation. La compréhension de la situation extrême de la cité, la conscience douloureuse que le régime républicain est corrompu, à savoir qu'il est rongé de l'intérieur par un mal endémique, sans nécessaire connotation morale d'ailleurs, l'attention constante à l'articulation entre politique actuelle et histoire immédiate, enfin la perception d'une urgence radicale, voilà ce qui définit un état de guerre. Voilà ce qui définit aussi un métier politique différent lié à cet état de guerre. Et voilà ce qui est aussi le socle de l'écriture machiavélienne, mais aussi, du coup, de toute écriture politique dans cet état de guerre. Dans ce laboratoire florentin que j'ai évoqué tout à l'heure, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, il ne faut pas mesurer Machiavel à l'aune du machiavélisme. Il s'agit de remonter, d'aller à rebours, de renoncer à tenter de comprendre ce qu'il a dit en recourant d'abord à ce qu'on en a dit, en confondant maladroitement ce qu'il dit et ce dont il parle. Nous avons donc essayé dans notre travail de repartir du bas, de la concrétude d'une vie dont la correspondance justement nous offre des traces qu'il faut prendre au sérieux, intégrer à l'étude des œuvres. Et du même coup, le propos sur l'écriture ne relève pas simplement de la vieille question de la relation entre théorie et pratique, mais plutôt de la définition à la fois d'un autre lien entre les textes et l'agir, entre la force de conviction et l'action à entreprendre. La réflexion, la construction d'un savoir singulier se fonde ici sur un parcours personnel qui permet une stratification d'expérience et qui rend d'autant plus indispensable ce que nous appellerons l'opération biographique. L'illustration la meilleure, à la fois du poids, de la fonction, de l'évolution de cette écriture, c'est encore et toujours la correspondance. Et c'est ce qui nous a conduit à discerner dans la vie de Machiavel 4 moments essentiels. Entre 1498 et 1512, le moment de la chancellerie, entre 1512 et 1520, la mise à l'écart, la constitution de soi comme auteur, comme conseiller, comme inspirateur des jeunes gens. Machiavel devient une sorte de mentor, si vous voulez, qui parle aux jeunes, qui essaye de leur faire comprendre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et puis, donc ça, c'est jusqu'en 1520. Le retour aux affaires et l'adaptation de ce qu'on pourrait appeler les désirs de réforme et de la tension républicaine à la réalité médicéenne. Et puis enfin, en 1525-1527, ce moment dont reparlera Jean-Claude tout à l'heure, la dernière bataille, le dernier combat dans le cadre de la Ligue de Cognac pour
tenter de sauver dans un ultime effort la liberté de l'Italie, et ce sera un échec. Un échec dont, en quelque sorte, la mort de Jean des Bandes Noires est une sorte d'illustration, d'icône. Donc, redonner une épaisseur historique à Machiavel, c'est faire réentendre la voix d'une figure trop souvent ramenée à une suite d'images, de conclusions péremptoires, sans ancrage historique, de lieux communs réducteurs, qui enferment l'auteur dans une lecture attendue. C'est pourquoi il faut faire l'histoire de cette vie en guerre, pour reprendre le sous-titre de notre ouvrage. Ce qui est pour nous la vie des mots permet de raconter un pan important de la vie de Machiavel en le faisant réentendre justement. La vie des mots, donc, prise au sérieux, déployée dans ce que nous nommons une sorte de philologie politique, ouvre un chemin pour retrouver l'histoire d'un homme et saisir l'historicité de ses propositions, ses enjeux, pour montrer ce qui relève de l'actualité toujours renouvelée de sa pensée et de cet auteur, sans s'enfermer dans les textes, en évitant une sélection d'énoncés aléatoires, dont l'accumulation suit souvent le principe de l'auberge espagnole, où, comme vous le savez, chacun mange ce qu'il avait dans sa besace en arrivant. L'attention à la lettre et à la vie bousculée des mots sert donc la compréhension des enjeux politiques d'un moment historique déterminé. Et à cet égard, le travail d'Olmy, même si ce n'est pas nécessairement son premier objectif, est assez intéressant parce que justement, il saisit un moment. Il saisit un moment et il choisit en quelque sorte d'inventer quelque chose qui est improbable, probablement impossible, qui n'est pas advenu, à savoir le fait que l'ami de Jean des Bandes Noires, le grand auteur Larétin, qu'en général on connaît pour d'autres choses, aurait lu des passages de Machiavel le soir au Condottiere. La radicalité des faits et de leurs effets explique comment l'état de guerre bouleverse la façon de penser et de faire la politique. Il faut trouver une composition entre l'action et la réflexion, entre faire et dire. Ce n'est pas une option, mais une nécessité. Voilà pourquoi l'ensemble des écrits de Machiavel sont autant de sources d'une histoire de vie à écrire. Et avant de passer la parole à Jean-Claude, je voudrais revenir sur deux illustrations symétriques du sujet qui nous intéresse aussi, Jean des Bandes Noires. Le film d'Olmy, bien sûr, et puis une nouvelle d'un auteur italien que vous connaissez peut-être, que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui fait partie de ces nombreux auteurs de nouvelles de la Renaissance italienne. Lui a été mieux connu que d'autres en France, parce qu'il a terminé sa vie en France, comme évêque d'Agen, pas très loin d'ici. Il s'appelle Matteo Bandello. Et Matteo Bandello, dans ses nouvelles, très exactement dans la 40e nouvelle du premier livre de ses nouvelles, alors Bandello, quand il rédigeait une nouvelle, il rédigeait aussi toujours une fausse lettre de dédicace, comme si chaque nouvelle était une sorte de lettre qu'il envoyait à quelqu'un. Et là, la fausse lettre de dédicace de la 40e nouvelle, en fait, est adressée à Jean des Bandes Noires, justement. Elle est adressée à Jean des Bandes Noires, et évidemment, elle est rédigée après la mort de celui-ci, hein. Et il est censé raconter dans cette nouvelle une anecdote qui aurait lieu justement quelques semaines avant ce que raconte le film, là, avant la mort. Et les Bandes Noires sont à ce moment-là au pied des murs de Milan. Elles campent au pied des murs de Milan. Et Machiavel, qui se trouve avec Jean des Bandes Noires, est chargé de faire manœuvrer ses troupes. Et ce que dit Bandello, c'est que Machiavel, en gros, s'épuise en vain des heures durant à faire manœuvrer en bon ordre, selon l'ordre que lui-même a théorisé dans son livre « L'art de la guerre », cette troupe qui est au pied des murailles de Milan, et que, à la fin, pour cesser de perdre du temps, le condottiere Jean des Bandes Noires va, lui, prendre les choses en main, et de son côté, il va réussir en un tournement à faire manœuvrer ses troupes. Alors, Bandello écrit... Bandello écrit que Jean des Bandes Noires lui aurait dit « Bandello, je veux nous sortir tous de cet embarras et que nous allions dîner. »
Et après avoir dit à Machiavel de s'écarter, nous dit Bandel, et de vous laisser faire, donc de laisser faire Jean des Bandes Noires, en un clin d'œil, à l'aide des tambours, vous mîtes en ordre ces gens en diverses façons et formes, à l'admiration de ceux qui furent présents. Ensuite, vous voulûtes que je vinsse dîner avec vous, et vous invitâtes aussi Machiavel. Ce texte de Bandel, dont je vais citer un court passage, donnera lieu par la suite à un foisonnement de citations, de références qui se veulent entendues, comme si l'anecdote littéraire inventée de toute pièce se confondait avec une source historique démontrant l'indécrottable abstraction d'une pensée militaire machiavélienne abstraite, éloignée des choses de la vie militaire. C'est exactement le contraire que fait Olmi dans ce film. Dans sa reconstruction cinématographique, qui est tout aussi fictive que celle de Bandel, hein, je vous l'ai dit, il est impossible que l'Arétin ait pu lire ces textes-là, enfin, il est peu probable en tout cas que l'Arétin ait pu lire ces textes-là à Jean des Bandes Noires, pour une raison très simple, c'est que les textes ne circulaient à ce moment-là que de façon manuscrite, extrêmement restreinte, et que les spécialistes de l'Arétin considèrent qu'il n'avait pas en sa possession ces textes-là. Donc, on est en face d'une création, comme pour Bandel, mais qui poursuit un objectif parfaitement symétrique, parfaitement différent, et qui, en gros, détruit ce lieu commun du Machiavel perdu dans la théorie. Et en faisant de Machiavel un modèle de pensée militaire pour le Condottiere. Un modèle de pensée militaire qui aide à faire comprendre au Condottiere que, en gros, la guerre, c'est de la politique. À 2 ou 3 reprises, Jean de Médicis se fait de fait lire par son ami Pietro l'Arétin des passages, des discours ou du prince de Machiavel. Passages parfaitement identifiables. Peu importe qu'alors la circulation des 2 textes, comme je vous le disais, n'ait été que manuscrite. Ce qui compte, c'est l'association de Machiavel et du Condottiere au destin tragique, comme une sorte d'image fusionnée des nouvelles guerres et du métier des armes, selon le titre même du film. Ce que dit Olmi de fait ici, c'est que le Condottiere, que le film présente par ailleurs comme un homme de métier, habile et prompt à prendre les bonnes décisions au combat, choisit de penser la guerre et ses choses-trappes avec Machiavel, en se servant de Machiavel, en utilisant Machiavel, en se faisant lire Machiavel. Selon Olmi, c'est lui qui réclame d'ailleurs cette lecture de Machiavel à son ami, en conférant d'ailleurs au passage un statut de premier plan au sulfureux Arétin, dont il utilise abondamment la célèbre lettre racontant la fin du Condottiere, à laquelle on sait qu'il a de fait assisté. C'est là que peut se comprendre l'impossibilité de se fier à ses propres alliés, à ce marquis de Mantoue, à ce duc de Ferrare, qui vont le trahir. C'est là que peut se comprendre la méfiance qu'on peut nourrir à l'égard des mercenaires, surtout quand ils sont mal payés. Les intersections constantes entre politique et la guerre. Les traîtres de Mantoue et de Ferrare reprochent chez Olmi à Jean des Bandes Noires d'être trop batailleur et de combattre pour le plaisir du combat, et donc de mourir par où il a péché en quelque sorte. Mais le réalisateur le présente tout différemment, plutôt comme un homme réfléchi, empreint d'une sorte d'idée de son propre destin, un destin qui devient même, dans certains effets du film, quasiment christique, et surtout un homme conscient que c'est dans son action tactique que réside la dernière chance de bloquer la descente des lansquenets luthériens vers Rome, ce qui correspond d'ailleurs en grande partie à la réalité historique et à ce que pensaient des témoins comme Machiavel et Guicciardini, si l'on en croit leur correspondance. Giovanni delle Bandine, les gens des bandes noires, quelle que soit sa foi catholique, sait, il le dit explicitement, que ce ne sont pas les bénédictions, mais les armes qui permettent de gagner les guerres. C'est pour ça qu'il enjoint le pape de dépenser ce qu'il faut pour recruter d'autres soldats et de bien payer ceux qui sont en campagne et d'acheter des canons. Il a compris, sans probablement l'avoir lu, un certain nombre de choses que pouvait dire Machiavel et dont va vous parler justement Jean-Claude maintenant. Alors la suite, c'est la réponse à Bandel en fait. Bandel a une longue tradition d'analyse qui est Machiavel, intellectuel en chambre. Donc le mec, il connaît rien à la guerre. Alors voilà, donc on va refaire un peu l'histoire de ça, parce qu'il connaît un peu quelque chose à la guerre et il a fait des choses assez précises, montrant qu'il le sait.
Alors on fait un petit retour en arrière. On va en 1503 à un moment où voilà, Florence a un peu de calme, un peu, mais le peu de calme, c'est que le Médicis, on ne vous l'a pas encore dit, mais quand il y a le début de la guerre en 1494, il se passe quelque chose à Florence, c'est que les Médicis qui étaient là depuis 1434 sont chassés par le peuple florentin. Et qu'à ce moment-là, il y a ce moment très spécifique d'une république où, alors, tous les gens qui étaient considérés comme des citoyens en Florence, c'était pas évidemment tout le monde, mais quand même, ça faisait 3000 personnes, se retrouvent dans une instance qui est l'instance de la souveraineté, hein, qui s'appelle le Grand Conseil. Voilà. Et c'est cette période-là pendant laquelle Machiavel est aux affaires et voilà, le chancelier de la seconde chancellerie, celui qui s'occupe d'aller à droite, à gauche pour les alliances, pour savoir ce qui se passe. Donc il va en France, il va voir l'empereur Maximilien, etc. Et puis il va voir, juste avant 1500, j'ai donné la date de 1503, il y a une date fatidique, parce qu'en 1503 meurt le pape Alexandre VI. Et le pape Alexandre VI avait, c'était assez fréquent à cette époque-là, avait un fils qui était assez costaud, qui était César Borgia. Et le César Borgia, il avait envie de se faire un petit, avec l'aide de l'argent de papa et sa propre vertu militaire. Et apparemment, il était assez féroce, hein, comme jeune homme. Voilà. Et il voulait prendre Florence, en gros. Et donc, voulait prendre Florence, lui, d'un côté, et d'autre côté, les Médicis qui auraient bien voulu revenir. Et en particulier, celui qui avait été chassé, donc Pierre de Médicis. Et il se trouve qu'en 1503, paf, le pape meurt, donc le fils est dégagé par le pape d'après. Hein, voilà, hop. Il disparaît, il est emmené en Espagne, etc. Et il meurt dans d'horribles souffrances, hop, on l'enlève. Et Pierre de Médicis, lui, qui s'était mis avec les Français, donc combattait dans les combats entre la France et l'Espagne en 1503 sur le Garigliano, il meurt au Garigliano. Voilà. Hein, donc les deux principaux ennemis disparaissent. À ce moment-là, il reste une épine, j'allais dire dans le pied, mais vraiment dans le flanc de Florence, qui est qu'une des villes sujettes de Florence, également à l'occasion de l'arrivée des Français en 1494, ce moment qui avait amené en Italie une flamme et une peste, s'était révoltée et avait rétabli sa liberté. Et donc depuis 1494, les Florentins essayaient de reprendre Pise avec des résultats médiocres, on peut dire. Voilà, donc il y a eu des tentatives avec des armées françaises, avec des Suisses, etc. Machin. À partir de 1503, on se dit quand même, la question clé qu'il faut arriver à résoudre, c'est reprendre Pise. Et Machiavel, parce que c'est vraiment lui, même si voilà, on en parle, etc., mais c'est lui qui convainc le gonfalonier à vie qui s'appelle Piero Soderini, et encore plus le frère du gonfalonier à vie, qui est un cardinal, le cardinal Soderini, avec qui il était allé en ambassade rencontrer Cesare Borgia. Il les convainc qu'il faut faire une armée florentine, une armée de conscription, une armée fondée sur le contado de Florence. Alors, en théorie, on a une carte du contado de Florence, donc si on peut la voir, comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, on a la carte du contado. Voilà, Casentino, machin. Alors, donc, il fait d'abord le travail politique, il fait d'abord le travail politique Machiavel. Il commence par écrire un petit texte qui n'est pas d'une valeur, si je dis ça, non, tu ne vas pas me taper dessus, non, c'est pas une valeur littéraire extrême, mais il est extrêmement intéressant. En fait, c'est une petite histoire en vers
qui s'appelle le Decennale, parce que justement, ça raconte, il l'écrit en 1504, et ça raconte les 10 années depuis l'arrivée de la flamme et de la peste. C'est pas sympa pour les Français, mais bon, voilà. Alors, et il écrit ce petit texte, qui se termine par les vers suivants. « Mais le chemin serait aisé et court si vous rouvriez le temple de Mars. » On ne peut pas être plus clair. La question, c'est la question des armes. La question de est-ce que Florence est capable d'avoir des armes qui ne soient pas seulement celles qu'elle est capable d'acheter, qui ne soient pas seulement les mercenaires qu'on prend dans les condotte, d'où vient le mot condottière, c'est le contrat qui lie un condottière qui souvent se contente de prendre l'argent et puis quand il est devant Pise, il va ailleurs, il va voir ailleurs. Et du coup, il y a un cas emblématique, qui est le cas d'une grande famille de condottières italiens qui sont les Vitelli. Et un des Vitelli, au tout début des tentatives pour reprendre Pise, on a l'impression, plus que l'impression, que il devrait pouvoir prendre, il ne prend pas, il retire ses troupes, et les Florentins vont le condamner à mort, à l'exécuter. Du coup, ils vont avoir toute la famille sur le dos. Avec... donc, c'est ça qu'il dit. Il dit très clairement, il écrit ce petit texte, il fait circuler manuscrit. Après, il le publiera, mais à un moment où il a effectivement réglé d'une certaine façon la question en 1506, mais il le fait circuler dès 1504. Il essaye même de convaincre les gens qui sont plutôt des opposants politiques de Soderini, de Piero Soderini, le Gonfalonier, etc., en écrivant une préface qu'il leur adresse, etc. Voilà. Et donc ça se termine comme ça. C'est-à-dire, là, la barque des Florentins, on peut avoir confiance dans il nocchiere accorto, le pilote avisé, c'est évidemment le gonfalonier à vie Piero Soderini. Et on peut avoir aussi confiance, et là on voit le lien avec son idée, qui est une idée de il faut que ça soit le peuple florentin et le contado florentin, c'est-à-dire toutes les choses du domaine florentin. Le contado, c'est le plat pays, c'est les contadini, encore en italien contemporain, c'est les paysans, c'est les gens qui sont autour, et qui sont liés à la cité-État qui dirige. Et donc il a confiance dans le pilote avisé et dans les rames, les voiles et les cordages de la barque. Évidemment, ça désigne les forces matérielles et humaines de la cité. Mais, je vous rappelle les deux vers, il cammine sarebbe agile corto se riapriste il tempio di Marte. Le chemin serait aisé et court si vous rouvriez le temple de Mars. Donc, on en est là. Ce qui va faire le déclic, c'est la énième tentative de reprendre Pise en 1505. Nouvelle attaque contre la ville rebelle, qui échoue parce qu'ils ont fait une brèche, les mercenaires sont là, les fantassins arrivent, etc. À l'attaque, personne ne bouge. Personne ne bouge. Et le citoyen florentin, Antonio Giacomini, qui était là, Machiavel était là aussi, il a assisté au truc, écrit à la signorie de Florence: non, sans changer cette infanterie, on ne peut espérer faire aucun bon fait d'armes. Et tous les jours, elle se défile. Aussi qu'ils pensent à lever le camp, en faire une autre qui soit meilleure, car pour la corriger, il faudrait commencer par pendre les capitaines et puis les fantassins. Voilà, l'analyse est vite faite. Donc là, il commence ce travail de constitution de l'armée de conscription. Et c'est lui qui le commence. Il va donc dans sa première mission, le 30 décembre 1505, dans le Mugello, après il va dans le Casentino, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Il met en place des compagnies de fantassins. Alors vous notez bien que pour le moment,
il fait ça, lui, en accord avec le gonfalonier Piero Soderini et avec le soutien idéologique et politique du frère, le cardinal, hein, mais qu'il n'y a aucune décision encore prise par l'instance de la souveraineté, qui est le Grand Conseil, ni par les conseils intermédiaires, ni par les magistratures, etc. C'est-à-dire qu'il la constitue. Et la constituer, ça veut dire aller sur place. Alors vous voyez, en décembre, il fait froid. Hein. C'est dans les montagnes, dans l'Appennin, voilà, il y a de la neige. Il va chercher, il lève les troupes, il demande aux podestats, qui sont les gens nommés par Florence dans les différents petits bleds que vous voyez indiqués sur la carte, de relever les hommes aptes à porter les armes. Il prend des soins, attention, ceux qui ont charge de famille, il ne faut pas les mettre, il faut mettre plutôt les célibataires, etc. Voilà. Les bannières avec le lion de Florence pour chacun des groupes, les pics qu'il faut, ceux qui ont des armures à eux, très bien, ils les mettent, mais sinon on leur donne des corselets pour qu'au moins ils soient protégés en haut. S'ils ont une arbalète, c'est super, mais s'ils n'en ont pas, on leur donnera quelques arquebuses. Enfin voilà, il met en place ce truc-là, et puis à un moment donné, il fait savoir, il décide, alors là, c'est un il pluriel, lui, le gonfalonier, etc., décide d'amener ses troupes à Florence pour les faire défiler et pour montrer le résultat. Hein. On a un exemple dans un journal tenu par un artisan de Florence qui s'appelle Luca Landucci. Et donc c'est en février, carnaval, le jour du carnaval, le 15 février 1506, et je cite Luca Landucci, on fit la montre sur la place, la place de la Seigneurie, de 400 fantassins qui avaient mis en ordre le gonfalonier, des gens de notre contado, et il avait donné à chacun une casaque blanche, une paire de choses bicolores, blanche et rouge, il devait être beau comme des camions, et un béret blanc, hein, béret blanc, et des chaussures et un corselet en fer, et les lances, et à certains des arquebuses, et on les appelait bataillons. Enfin, le Luca Landucci, c'est formidable, on leur donnait un commandant pour les diriger, leur apprendre à manier les armes. Et c'était des soldats, et ils restaient chez eux, obligés de se mettre en mouvement quand le besoin s'en ferait sentir. Et de cette façon, on prévoyait d'en faire plusieurs milliers dans tout le contado, de sorte qu'on n'ait plus besoin des étrangers. Et ainsi, Luca Landucci conclut sa description enthousiaste, on estima que c'était la plus belle chose qu'on ait mise en ordre dans la cité de Florence. Voilà. Alors, à partir de ce moment-là, et là c'est intéressant de voir le travail qu'il fait, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il passe de la réalité transformée par cette mise en place des bataillons, hein, avec leur béret blanc et leur corselet en fer, et pour que ça marche vraiment, il faut entériner ça par une loi, et que la loi soit votée. Hein, vous voyez ce rapport intéressant entre les faits et la normativité juridique. Et donc et c'est lui qui écrit le texte qui encadre la mise en place de l'ordonnance et qui fait un texte législatif qui décrit la chose, comment il faut faire, etc. Et qui crée une magistrature qui doit l'organiser, qui doit la suivre, la mettre en place. Alors, il écrit différents textes, dont le texte de la loi, ça s'appelle Una Provisione, et il dit ça. Vous vous rendrez compte de vos jours quelle différence il y a entre avoir parmi ces citoyens des soldats par choix, il dit elezione, hein, dans le sens choisir, et non par corruption, comme vous les avez à présent. Parce que si quelqu'un n'a pas voulu obéir à son père et a été élevé dans les bordels, il deviendra soldat. Mais sortant d'écoles honnêtes et ayant une bonne éducation, ils pourront s'honorer eux-mêmes et honorer leur patrie. Pour réaliser ça, et c'est là qu'apparaît comme thèse théorique centrale,
il faut renoncer à employer les troupes et les armes mercenaires et comprendre qu'il faut, l'expression de Machiavel, c'est les armes propres. Ça veut pas dire qu'elles ont été bien nettoyées, ça veut dire qu'elles t'appartiennent en propre, armi proprie. Hein. Et il l'écrit dans les attendus de la loi. Hein. Dans les attendus de la loi, il fait déclarer, puisque ce sont les magnifiques seigneurs qui s'adressent à l'ensemble de la communauté, et en particulier au Grand Conseil, hein, eh bien, il faut s'armer, les magnifiques et excellents seigneurs jugent qu'il est bon de s'armer d'armes propres et de soldats propres. Geste théorique fort qu'il avait déjà laissé entendre pendant qu'il était en mission auprès de César Borgia. Et il avait dit, dans une lettre à la seigneurie, les amis de ce puissant seigneur, Cesare Borgia, estiment qu'une de ses forces, c'est d'être armé avec des armes propres. Et là, il reprend comme fondement même de l'existence de l'ordinance. Alors, je voulais, mais je vais le faire mais très rapidement, parce que, excusez-nous, mais vous avez vu qu'on est un peu, c'est italien peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est pris par notre truc, et donc on ne s'arrêterait jamais, en fait. Mais bon, il faut bien falloir que vous partiez. Donc il faut qu'on finisse. Et donc, montrer comment ça, l'idée de... Il faut s'armer d'armes propres. C'est présent dans tous ces textes, et en particulier dans un texte où on n'attend pas ça, parce que oui, le prince, les conseils aux tyrans, c'est ça qu'on croit. Mais en fait, le prince est structuré autour de cette idée d'armes propres. Donc il y a évidemment, on se dit, l'art de la guerre. Non, mon pote, le prince, fondamental, parce que qu'est-ce que ça explique, le prince? Pourquoi ça se termine? Et il a fallu du temps. Je pense que le premier penseur italien il y en a au XVIe, qui dit ça. Mais après, il faut attendre Gramsci quand il travaille sur Machiavel, quand il est en prison. Donc c'est vraiment les années 30 du siècle dernier, qui comprend que, en fait, la parabole d'écriture du prince, c'est cette question-là. C'est la question de, les seigneurs italiens, les princes italiens, ont commis un péché. Et il dit vraiment ça. Il dit vraiment ça avec un clin d'œil en plus au moine cinglé, là, Savonarole. Parce que Savonarole disait pendant cette période-là, au début, en 1494, c'est à cause de tes péchés, Italie, c'est à cause de tes péchés, Florence, que nous viennent les adversités, que viennent les massacres, etc. Et lui, il reprend cette phrase-là de la façon suivante. Et celui qui disait que nos péchés en étaient cause disait la vérité. Mais ce n'était pas du tout ce qu'il croyait, mais ce que j'ai raconté. C'est-à-dire les erreurs militaires. Et puisque c'était là un péché de prince, ils en ont souffert les peines eux aussi. Voilà. Donc, les péchés des princes de l'Italie, c'est d'avoir combattu avec des forces mercenaires et pas avec des armes propres. Et c'est d'avoir s'appuyé sur ce qui est plus joli, c'est plus beau, c'est plus machin, etc. Donc des condottières à cheval, alors que la force, c'est pas il faut des cavaliers, pas la question, il faut une cavalerie, mais c'est l'infanterie. Et l'infanterie, c'est quoi? L'infanterie et l'épique, c'est l'arme du peuple. On redécouvrira au moment de la Révolution française. Hein, je veux dire, les armes du peuple, c'est marcher à pied avec des armes rudimentaires, mais être unis par l'amour de la patrie, l'amour des responsables, l'amour des capitaines. C'est ça. Donc c'est vraiment, fondamentalement, c'est l'idée de Machiavel. Et c'est pas pour rien que dans le dernier chapitre du Prince, je ne sais pas si vous avez
en tête ce dernier chapitre, qui est une exhortation à libérer l'Italie. De quoi il parle? Il parle d'un rédempteur de l'Italie. Hein? Il faut quelqu'un qui rachète l'Italie. Il faut quelqu'un qui soit son rédempteur. Et ce rédempteur, eh bien, c'est celui qui saura mettre en place les armes propres, mettre en place une infanterie, et il va même préciser, avec des termes qu'à son époque, peu de monde comprend, hein, mais que dès qu'on lit l'art de la guerre, on comprend ce qu'il a en tête, ce que fera le genre des armes et la variation des ordres. Voilà. Donc, dans l'art de la guerre, il expliquera que la variation des ordres, c'est la capacité à se mouvoir, etc. Donc, évidemment, Bandel, il attaque précisément là-dessus. Et le mec n'est même pas capable de me faire mettre en ordre les bandenères. Et ben voilà, il a repéré le point décisif, hein, et il leur faisait faire, il les faisait varier les ordres aux gens de l'ordinance, aux paysans du contado, etc. Et puis, la variation des armes, c'est le fait qu'ils pensent qu'il faut voilà, des armes, des piques, mais aussi des arquebuses. On lit des choses très surprenantes sur le fait que ça ne l'intéressait pas, les armes à feu, etc. Non, il disait sur 6000 hommes, il faut 1000 hommes avec des arquebuses. Hein, scopietti. Il en faut 1000 avec des scopietti sur 6000, c'est pas mal. Bon, voilà. Bon. Donc c'est ça la tâche du rédempteur de l'Italie. Et donc se mettre en place, hein, se munir d'armes propres, car on ne peut avoir de plus fidèles, ni de plus vrais, ni de meilleurs soldats. Voilà. Alors, un petit retour rapide sur la guerre de 1525-1527. Là, on s'arrête là, mais évidemment, c'est dans Le Prince, mais du coup, c'est dans Le Prince qui est considéré comme un texte sur est-ce qu'il faut garder, est-ce qu'il faut, voilà, est-ce qu'il faut maintenir sa parole ou pas, est-ce qu'on a le droit de mettre du poison dans la tasse du voisin, etc. Bon, voilà, non, ça parle de choses sérieuses qui ont à voir avec cette question de la guerre, etc. Bon, et on retrouve dans les discours, et on retrouve évidemment dans l'art de la guerre. Voilà, l'art de la guerre, c'est pas tout à fait pour rien que les deux textes qu'il publie de son vivant, c'est ces fameux Decennali qu'il écrit en 1504, qui se terminent par ce truc-là. Il faut s'occuper de la guerre, il faut rouvrir le temple de Mars, et l'art de la guerre. Le reste, il ne les publie pas. C'est publié après sa mort. Hein. Il meurt en 1527 et 1530, 1531, 1532 pour les discours, puis le prince, puis les histoires de Florence, etc. Voilà. Alors, retour sur la guerre. Bon, ben ça va, ouais. Alors là, normalement, il y a une carte avec 26-27. 1526, 1527, non, elle ne vient pas. Bon, tant pis. Ouais. Waouh! C'est la bonne? Ouais. Oui, c'est ça, c'est celle-là. Non, mais c'est les noms des... Voilà. C'est par là qu'ils arrivent. Les Lancionnats, ils arrivent du Tyrol. Et après, ils font leur jonction avec les Espagnols qui étaient dans... Parce que Rome mise à sac par les luthériens, oui, d'accord, ils ne sont pas donné leur langue au chat, mais il n'y avait pas qu'eux. C'est-à-dire qu'il y avait les Espagnols tout à fait catholiques, 100%, hein, et dirigés par quelqu'un la plus grande maison de la noblesse française qui était passée du côté de l'empereur, le duc de Bourbon. Alors, il se trouve que Fraunsberg, lui, ça n'était bien, il vient avec son licol en or pour prendre le pape, mais les autres, voilà, ils viennent pour aussi, voilà, hein, ils ne donnent pas non plus leur langue au chat. Et donc, ils se réunissent à un moment donné, et puis ils vont descendre. Ils vont se réunir, donc il y a une tentative. Hein, nous, on est du côté de... Mentalement, on est du côté de Machiavel et de son ami Francesco Guicciardini. On doit dire, on fait tout ce qu'ils ont pu, mais ce qu'ils ont pu faire, c'est sauver Florence, mais pas Rome.
Parce qu'à un moment donné, il fallait choisir entre sauver Florence et sauver Rome. Et qu'eux, ils ont choisi de sauver Florence. Voilà, parce que malgré tout, les nationalismes locaux, on ne pouvait pas parler d'Italie, quoi. Je veux dire, parler de Florentin, tu sauves d'abord ta ville, puis après, les autres, tu leur dis faites gaffe parce qu'ils vont arriver. Et bon, les autres font pas gaffe et ils arrivent. Hein, voilà. Donc, alors, un petit rappel historique. Le roi de France, François Ier, donc, se fait vraiment une défaite gigantesque. C'est là où il dit là, tout est perdu for l'honneur, etc. Bon, même l'honneur, il faut voir. Mais en tout cas, voilà, là, lui, il est perdu. Ses troupes sont décimées à Pavie, hein, en février 1525. Et il est emmené en prison, enfin, il est emmené prisonnier en Espagne, et il signe. En janvier 26, il signe un traité de Madrid, renonce à la Bourgogne, il doit restituer à Charles de Bourbon la Bourgogne, ses titres nobiliaires, etc. Machin. Il abandonne toute prétention sur la péninsule italienne, il abandonne toute prétention sur la Flandre et l'Artois. Il s'engage à épouser Éléonore de Habsbourg, la sœur de l'empereur, c'est le seul truc qu'il fera en fait. Voilà. Et il est libéré, et il laisse en otage ses deux fils. Deux de ses fils, pardon. Les Italiens. Le débat est assez clair, c'est est-ce qu'on arrive à empêcher la victoire finale de l'empereur? Parce que tant qu'il y avait l'équilibre, hein, Guicciardini disait il y a deux oiseaux rapaces dans les entrailles de l'Italie, mais tant qu'il y en a deux, on peut voilà, jouer un peu avec ça. Mais s'il n'y en a plus qu'un, c'est fait, quoi. Plus de Florence, enfin, en tout cas, plus de Florence autonome. Voilà, les seuls qui vont. Et c'est ce qui va se passer en fin de parcours. Il n'y aura plus aucune des petites principautés, etc., ou des duchés, ou tout ce qu'on veut, qui sera vraiment autonome et indépendant. Il n'y aura que Venise, mais qui acceptera, pour rester indépendante, de ne plus s'occuper des affaires d'Italie. Elle va s'occuper des Turcs, elle va avoir du boulot à faire, mais s'occupe plus de l'Italie. Donc, voilà. Et alors, la question est donc ça, comment on fait, hein, comment on fait pour éviter ça? Et là, il y a un truc qui est assez amusant, c'est qu'avant que ça démarre, hein, c'est-à-dire à partir du moment où il va y avoir une ligue qui va être signée à Cognac en mai 1526 avec le Royaume de France, le pape, l'Angleterre, Venise, Florence et le duc de Milan, pour chasser les Espagnols qui sont à Milan, et pour, voilà, là, à ce moment-là, ils ne savent pas encore qu'il va arriver des troupes allemandes avec Fronsberg. Voilà. Et avant ça, lui, à Florence, il écrit à Guicciardini, qui maintenant a été appelé à Rome pour s'occuper justement de mettre en place cette ligue de Cognac. Et il écrit en disant qu'il a une idée. Il a une idée. Et l'idée, c'est en gros qu'on pourrait demander en douce à lui, il n'est plus là, mais Giovanni dalle Bandenere, on leur lui donnerait de l'argent, il lèverait des troupes, et c'est eux qui attaqueraient les Espagnols à Milan pour essayer de reprendre Milan. Hein. Parce qu'il dit, parmi les Italiens, il n'y a pas de chef derrière lequel les soldats marchent plus volontiers, ni que les Espagnols craignent ou estiment davantage. Chacun pense que ce seigneur est audacieux, impétueux, porteur de fermes desseins, capable de prendre de grands partis. On peut donc, en le renforçant secrètement, lui faire lever cette compagnie en mettant sous ses ordres le plus de cavaliers et de fantassins possible. Alors finalement, ça ne se fait pas parce qu'il décide en fait de faire ça ouvertement et pas secrètement. Hein. Mais il a cette idée-là, et on croit que ça fait un écho avec le film de Holm. Voilà. Donc,
les opérations militaires se passent mal, comme vous avez compris si vous avez vu le film. Mais voilà, ça se passe mal, puis comme voilà, ça se termine par le sac de Rome, ça se passe vraiment pas bien. Machiavel joue un rôle aux côtés de son ami Francesco Guicciardini, qui lui est le représentant du pape dans l'armée. Alors, l'armée, c'est essentiellement les Français qui viendront tardivement, avec le marquis de Saluces, mais tardivement. Les Vénitiens, qui sont dirigés par le duc d'Urbain, qui lui ne peut pas voir les Médicis en peinture, parce que les Médicis lui ont pris son duché, ont encore, même, il l'a récupéré, mais ils tiennent encore des forteresses et tout ça, Saint-Leu et tout ça. Et voilà. Alors, il y a une dernière carte avec les opérations militaires de 1526-1527. Comme ça, vous voyez un peu le tableau. Ah ben, elle y est, là. Non, c'est ça? Non, elle n'y est pas. Elle n'y est pas. Bon. Les Vénitiens. Donc, en fait, voilà, tout... Au départ, c'est quand on suit les lettres qui s'échangent, les lettres publiques ou les lettres personnelles, c'est bon? C'est bon. C'est bon. On se dit que, voilà, ça va... Hein, donc, ils partent, ils se retrouvent, ils partent de Piacenza et ils doivent essayer de prendre Milan. Donc, le duc d'Urbain, il s'appelle Francesco Maria della Rovere, et donc le chef de fête, en fait, c'est le chef des troupes vénitiennes. Mais de fait, quand même, voilà, il trouve qu'il y a quand même ces petits citoyens florentins, même s'ils sont très riches et si c'est les banquiers, quand même, hein, c'est bon, ils ne vont pas lui apprendre son métier, quoi. Donc c'est lui qui dirige un peu. Et donc, il y a Francesco Guicciardini comme lieutenant général du pape, et Machiavel est là pour l'aider, en gros pour l'aider, voilà, pour faire ses lettres, aller dans des villes pour voir comment c'est, lui rappeler, lui réécrire, lui dire voilà, non, là on va prendre Crémone, etc. Voilà. Ils arrivent devant Milan et le Francesco Maria della Rovere, il fait le coup des Suisses et puis des mercenaires devant Pise et il dit retraite. Et il court jusqu'à Marignan pour te dire que vraiment voilà. Et Francesco Guicciardini, quand il va écrire son incroyable livre, il s'appelle La Storia d'Italia, qui là aussi sera publié après sa mort, voilà, et qu'on peut trouver en français dans la collection de bouquins, à propos de l'attaque de Milan et de Francesco Maria della Rovere. Il dit que le duc d'Urbain il faut lui appliquer un nouvel adage, hein, en paraphrasant l'adage de César, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Hein, et il faut dire, pour lui, il faut dire, je suis venu, j'ai vu et je me suis enfui. Voilà. Veni, vidi, fuggi. Voilà. Alors, malheureusement, il y a toute une série de choses sur Machiavel qui étaient... en fait, on lui a demandé de remettre de l'ordre dans l'infanterie, mais bon, voilà. Donc, il y a une lettre de Guicciardini à l'ambassadeur de Florence en France qui dit « Machiavel se trouve ici. Il était venu pour remettre en ordre cette milice, mais ayant vu à quel point elle est corrompue, il n'espère pas s'en tirer avec honneur. Il continuera à rire des erreurs des hommes, puisqu'il ne peut les corriger. » Voilà. Bon, le poids, hein, donc ça faut voir aussi. Tout le poids financier et militaire de la campagne pèse sur la papauté et sur Florence. Début novembre 26, la forte troupe de lansquenets impériaux descend d'Allemagne et fait sa jonction avec les troupes espagnoles conduites par le connétable de Bourbon. Le seigneur Giovanni delle Bande Nere meurt le 30 novembre, hein, à côté de Mantoue. Enfin, il meurt à Mantoue après avoir été blessé près de Borgoforte, au moment, avec ses fantassins. Lui, il était le chef de l'infanterie italienne, à ce moment-là, hein, dans l'organigramme de cette armée là, qui part de Piacenza. Et après, il y a toute une série de trucs, c'est que les autres avancent. Le duc d'Urbain refuse d'essayer de faire un endroit où on les bloque.
Il dit non, j'ai un plan qui est bien meilleur. On va les suivre. Bon. On va les suivre. Et là, il y a des lettres. On suit et on met des hommes dans les différentes villes. Donc vous voyez la descente. Et évidemment, la question, c'est est-ce qu'ils vont franchir les Apennins et aller sur Florence ou descendre plus bas et aller sur Rome? Ils ne vont pas à Florence parce que Guicciardini, Machiavel et les troupes pontificales vont à Florence et fortifient Florence. Voyons ça. Les troupes, à ce moment-là, Franzberg est hors du coup parce qu'il a eu une attaque d'apoplexie. Donc les troupes, à la fois allemandes et espagnoles, sont dirigées uniquement par le duc de Bourbon. Ils vont très vite. Ils n'ont personne en face. Le pape a tergiversé, il a fait une trêve, mais il ne veut pas donner d'argent, c'est trop cher, etc. Tu parles, les mecs, c'est bon, on fait une trêve, on donne l'argent, tu nommes des cardinaux, tu fais acheter quelques chapeaux de cardinal par les gens les plus riches de l'Église romaine, et puis avec cet argent-là, tu le donnes, parce que sinon, là, on a dilapidé notre possibilité de les arrêter. Il ne défend pas, la ville n'est pas défendue. Il y a un texte comme ça de Guicciardini où il explique ils ont levé le peuple de Rome, mais la veille au soir, et donc voilà, trop tard, les autres. Ils n'ont même pas pensé, parce qu'ils étaient persuadés qu'ils n'arriveraient pas, à couper les ponts du Tibre, et ils rentrent 6 mai 1527 en une journée. Alors, après Franzberg, Bourbon est tué d'un tir que Benvenuto Cellini s'attribue. Voilà, on ne sait pas si c'est lui. Il dit j'ai vu un groupe là-bas, il lui tire dessus et il dit j'ai vu partir en 2 morceaux. Il est persuadé que c'est lui qui a tué, mais c'est possible. Il était à Château-Saint-Ange, il a vu ce groupe, il a tiré dedans et il dit que c'est lui qui l'a tué. En tout cas, il est mort aussi, comme quoi c'est bien fait pour leur tête, parce que quand même. Mais en tout cas, voilà, ils sont là, ils vont rester des mois. On n'aura même pas levé une lance pour libérer le pape, dira Guicciardini. Voilà. Ils viennent, ils sont autour, etc. Machiavel rentre à Florence, où les partisans de la République ont repris le pouvoir. Il va y avoir une nouvelle République du Grand Conseil pendant 3 ans. À la fin de quoi, il ne faut pas exagérer. Voilà. Les rapports de force, c'est les rapports de force quand on a en face, parce qu'à ce moment-là, il y aura à la fois les forces impériales et les forces pontificales. À la fin, ils perdent. À la fin, ils sont obligés de se rendre. Mais ils tiennent 3 ans, et Guicciardini écrira « On n'aurait pas cru qu'ils tiendraient 8 jours, et voilà 8 mois que ça dure. » Voilà. C'est la force de l'idée républicaine, on peut dire. Bon, à la fin, ça foire, mais bon, malgré tout, c'est pas mal. Il rentre, à ce moment-là, Machiavel, il rentre fin mai à Florence. Il meurt le 21 juin 1527, à 58 ans. Il est enterré à Santa Croce le lendemain. That's all, folks. Merci beaucoup. En tout cas, vous avez été dans les temps. Merci beaucoup. On a quelques minutes pour poser éventuellement quelques questions à nos invités. Il y a déjà une dame qui a levé la main, donc je vais lui passer la parole. Bonsoir. Merci pour cet éclairage d'une période qu'on connaît. Ça marche pas ? Pour cet éclairage d'une période qu'on ne connaît pas forcément très bien parce qu'on étudie surtout l'histoire de France. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment donc ce personnage de Machiavel que vous avez décrit vraiment avec des idées stratégiques, etc., c'est devenu un petit peu dans la langue commune l'adjectif machiavélique. Alors,
C'est une excellente question, si je puis dire, parce que ça ne va pas de soi. Alors d'abord, il y a une chose qui est très importante, c'est que les premiers lecteurs de Machiavel ne considèrent pas Machiavel comme machiavélique. Les premiers lecteurs de Machiavel, ils considèrent que c'est un homme qui est éloquent, un homme qui connaît suffisamment bien les historiens anciens pour pouvoir appliquer leurs leçons, et un homme qui essaye de réfléchir sur la question du meilleur gouvernement, puisque de toute façon, il faut qu'on apporte de nouvelles réponses à ces nouvelles questions. Et ce qui va être décisif pour le basculement de la diffusion de Machiavel et de la qualification de Machiavel comme machiavélique, justement, c'est un événement français. C'est-à-dire que c'est la Saint-Barthélemy. C'est les événements, donc, comme vous le savez, de la fin du mois d'août 1572, où à Paris d'abord, puis en province ensuite, des milliers de protestants sont assassinés. La question se pose très rapidement de savoir s'il y avait un plan concerté, et si plan concerté il y avait, qui était à la tête de ce plan concerté. Et une des hypothèses, une des thèses qui va être défendue par notamment les catholiques ultras, ça va être que tout ça, c'est la faute de la reine-mère, qui est Catherine de Médicis, une cousine de Jean des Bandes Noires. Elle était de la branche principale de la famille, si je puis dire, qui s'était mariée avec Henri II, donc qui à ce moment-là n'était pas Henri II, qui était Henri le Dauphin, fils de François Ier, et qui lui avait donné un certain nombre d'enfants qui vont être successivement rois de France, donc Charles IX, François II d'abord, qui meurt très rapidement, puis Charles IX, qui est justement le roi au moment de la Saint-Barthélemy, et enfin Henri III. Et Charles IX est très faible comme roi. Il écoute beaucoup sa maman. Et donc, les adversaires, en quelque sorte, aussi bien les catholiques modérés que les protestants, disent tout ça, c'est la faute de la Florentine, l'italienne. Et à ce moment-là, se crée une sorte, si vous voulez, d'équation. Catherine de Médicis égale Florence, égale Machiavel, égale tyrannie. Et donc s'ouvre un grand chapitre, si vous voulez, qui est un chapitre qui dans une certaine mesure, dure encore aujourd'hui, qui en tout cas a été extrêmement important pendant toute la pensée politique de l'Ancien Régime. Les choses changent un petit peu avec la Révolution française, mais bon, il y a encore une permanence, il y a encore une permanence de l'antimachiavélisme très, très fort dans la philosophie encore aujourd'hui. Il suffit de lire par exemple Léo Strauss, un philosophe américain dont les élèves et les disciples ont été les conseillers, notamment des présidents Reagan et Bush. Il y a encore une forme d'antimachiavélisme. Cet antimachiavélisme s'est construit en quelque sorte à partir de questions qui avaient assez peu à voir avec l'étude des textes de Machiavel, avec l'étude de la vie de Machiavel. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je rajoute une bricole, c'est qu'il y a les catholiques d'un côté, et puis il y a les protestants. C'est-à-dire qu'il y a un texte qui fait le point de départ des thèses de Machiavel pour les nuls. Ça s'appelle « Contre Nicolas Machiavel Florentin ». C'est le sous-titre, mais c'est le titre qu'on a en tête. Écrit par un protestant réfugié en Suisse, qui s'appelle, le nom qu'il a, on ne peut pas l'oublier, Innocent Gentillet. Donc, là, vous pouvez... Et il écrit ce texte où il dit « Voilà les thèses de Machiavel ». Et donc, il réécrit Machiavel. Et à partir de là, le machiavélisme, ça va être la lecture du Contre Nicolas Machiavel Florentin d'Innocent Gentillet, écrit en 1576. Et évidemment, il écrit ça dans la suite de la Saint-Barthélemy. Et après, ça, pour attendre vraiment une coupure, en tout cas dans les lectures françaises, c'est Rousseau. C'est Rousseau, dans le contrat social, il cite Machiavel à plusieurs reprises, en italien, les histoires florentines et les discours, et il a cette phrase célèbre qui servira d'exergue quand il y aura une traduction de la Révolution française, une traduction complète par la Révolution française, qui est
Le Prince est le livre des républicains. Enfin, je crois qu'en France, c'est le premier à avoir compris l'importance républicaine de Machiavel. C'est pas un ami des tyrans, mais que c'était un républicain. Voilà. Pour revenir à ce dont parlait Jean-Claude tout à l'heure, du dernier chapitre du Prince, un autre Français, homme politique et penseur politique, célèbre et connu notamment pour son activité au moment de la Révolution de 1848, avait écrit dans un texte qu'il publie justement en 1848, le dernier chapitre du Prince, c'est la Marseillaise du XVIe siècle. On voit bien ce basculement. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, je vais donner la parole. J'avais juste une remarque aussi. Vous avez rappelé que dans votre livre, on avait la chance d'avoir cette correspondance fournie entre Machiavel et puis les responsables de Florence à l'époque. Donc, on a cette correspondance parce qu'il a ce travail et qu'il écrit. Mais avant 1498, finalement, on ne sait que peu de choses de Machiavel et presque rien. Est-ce que vous pouvez rappeler juste quelles sont les maigres données dont on dispose sur sa famille et sur sa condition ? Il fait partie d'une famille qui n'est pas une famille riche, mais qui n'est pas une famille pauvre. Son père a fait des études, de bonnes études. Il est docteur en droit. Mais ce n'est pas quelqu'un de riche, ce n'est pas quelqu'un d'important. Il ne fait pas partie des grandes familles florentines. C'est la grande différence avec son ami Guicciardini, c'est ça. Guicciardini fait partie des grandes familles florentines. C'est quelqu'un que tout destinait à une activité politique. Machiavel, ce n'est pas exactement cela. Et on parle très peu de cette période avant 98 dans notre livre, parce qu'on sait très peu de choses avant cette période-là. On en sait très peu. Donc, après, il y a des gens qui propose des élucubrations diverses et variées sur sa période de formation. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a eu une formation assez solide, mais pas universitaire. On connaît le nom du professeur qu'il a eu en latin et aussi des gens qui lui ont fait lire les classiques, le latin et grec. Mais c'est à peu près tout. Et la vraie date de naissance de Machiavel, c'est d'ailleurs très significatif, c'est le moment où il commence à faire de la politique, c'est-à-dire le moment où il est élu en 1498 comme chancelier, enfin comme membre de la chancellerie. Merci. Alors je crois qu'il y avait une autre réaction. Merci bien. Excusez-moi, c'est une petite question à propos du film. Le film se termine par une déclaration d'un certain nombre de princes sur l'usage des armes à feu, et ils disent plus jamais nous faisons le serment ou quelque chose comme ça, plus jamais nous n'utiliserons d'armes à feu contre les hommes. Alors ma question c'est, est-ce que c'est réel ou c'est une fiction, et qu'en est-il de cette déclaration qui apparemment n'a pas été entendue? La question, si vous voulez, du discours de condamnation des armes à feu, c'est une question qui est une sorte de lieu commun à l'époque. Pour une raison très simple, c'est que l'arme à feu est considérée par l'idéologie nobiliaire comme une arme de lâche, puisque c'est une arme qui permet d'éviter le duel, qui permet d'éviter le face-à-face physique, le corps à corps, où les soldats s'affrontent. Donc ça, c'est un produit, si vous voulez, de l'idéologie nobiliaire. Vous avez, pour les gens qui aiment la poésie de l'époque, vous lisez l'Arioste, et vous avez un grand passage dans l'Arioste ou dans le Roland amoureux, ou le Roland furieux, pardon, où on vous parle des arquebuses qu'il faut effectivement détruire, l'invention diabolique. Voilà. L'idée, il y a toujours cette idée. C'est le diable qui l'a inventé. Alors ça, c'est un lieu commun. C'est un lieu commun complet. Mais c'est un lieu commun idéologique, très clairement. Après, personne n'a jamais renoncé aux armes à feu au nom de ce lieu commun. Et je vais même vous dire plus. C'est comme la question de la cavalerie et de l'infanterie. C'est-à-dire que le chevalier Bayard, que nous connaissons tous, parce que, voilà, le chevalier Bayard. Le chevalier Bayard était quelqu'un qui, au début de sa carrière militaire, était quelqu'un qui méprisait les fantassins, qui ne voulait combattre qu'à cheval,
et qui, au siège de Padoue en 1509, refuse de descendre de cheval pour combattre avec la piétaille parce que ce n'est pas digne de lui. Et il finit, 12 ans après sa carrière, comme chef, capitaine d'un groupe de fantassins. Donc, vous avez là toute l'évolution, si vous voulez, des choses. C'est-à-dire que vous avez un discours idéologique sur la noblesse de la cavalerie, la noblesse des grandes charges de cavalerie, le refus des armes à feu. Et puis, il y a la réalité aussi qui existe, qui est la réalité des conflits, des batailles. Une des raisons pour lesquelles je parlais de la vitesse tout à l'heure, de la vitesse des troupes, quand elles envahissaient l'Italie en 1494. C'est une question technique, c'est qu'il y a des canons, relativement, et ces canons, ils sont plus légers qu'avant, parce qu'ils ne sont pas en pierre, ils n'envoient pas des balles, enfin des boulets en pierre, mais des boulets en métal, et que surtout, comme ils sont moins lourds, ils peuvent être tirés non pas par des bœufs, mais par des chevaux. Et donc ça va plus vite. Donc tout ça, c'est intégré dans l'armée. Hein, et c'est une des grandes transformations de l'art militaire à cette époque-là. Alors après, la question, ce que rappelait Jean-Claude tout à l'heure, c'est comment s'articulent les armes, l'infanterie, la cavalerie légère, l'artillerie. Mais tout le monde est conscient, même les personnes qui peuvent critiquer éventuellement l'artillerie ou les armes à feu, qu'il faut de l'artillerie et des armes à feu. Est-ce qu'il y a... Ce texte, c'est une invention. Hein, la promesse, c'est une invention. C'est très clair. Olmy, c'est un créateur, Olmy. Voilà. Mais, et c'est quelqu'un qui n'aime pas la guerre, donc il aimerait bien que quelqu'un ait dit ça. Voilà. Je crois que c'est vraiment ça, hein, c'est clair. La déclaration d'Olmy, c'est voilà, la guerre, les guerres fratricides, etc. Donc c'est ça le sens de... Oui, ça aurait été bien que quelqu'un le dise, mais bon, jamais personne ne l'a dit. Hein. Et c'est pas demain la veille. Hein. Mais je crois que c'est l'heure, alors on va s'arrêter là. Merci beaucoup sur cette dernière intervention.